Il règne sur le monde de la nuit jusqu'à aujourd'hui. Ses cuisses de bronze enjambent les terres périlleuses, fresques dansantes et délicieuses. Oh Ali, Ali. Quelle musique fait mal à ta massive tête ce soir, Ali? Les tambours? Les boîtes de conserve? Les guitares et le mbira du Zaïre? Ali, Ali Boumaillé. Le fameux match Rumble in the Jungle? La Belle et la Bête? La liste de tous tes adversaires? Le rope-a-dope? Le film Thriller in Manila? Ali, Ali. L'expérience la plus proche de la mort, as-tu dit? N'était-ce pas là la plus grande et la plus triste des prophéties? Été 1974. Les États-Unis font face à une crise du pétrole qui paralyse le pays, à l'inflation galopante et à une présidence corrompue et entachée de scandales. There's the president waving goodbye. You hear the applause. La fin de la ségrégation scolaire ordonnée par la Cour suprême se poursuit dans tout le pays. Les Blancs continuent de quitter les villes pour les banlieues, tandis que les militants noirs qui avaient misé sur les grandes manifestations ou même la lutte armée se tournent désormais vers la politique pour essayer de faire bouger les choses. Les Noirs ont commencé à prendre part au système électoral. Nombre d'entre eux sont devenus maires. On cherche à obtenir plus de pouvoir par les voies officielles. Le pays a compris que le Vietnam avait été une erreur et que peut-être Ali avait fait preuve de lucidité en refusant d'y aller. La défaite de Mohamed Ali face à Joe Frazier en 1971, puis sa victoire lors de leur revanche 3 ans plus tard, ont adouci son image, même auprès de ses détracteurs. Ali continue de révérer Elijah Muhammad, le leader de 77 ans de la Nation of Islam. Si la secte ne fait plus tellement parler d'elle, elle s'est en réalité développée avec plus de 70 mosquées dans le pays, 200 000 adhérents et un empire financier dont les actifs se chiffrent en dizaines de millions de dollars. If you think the world was surprised when Nixon resigned, wait till I whip Foreman's behind. He's slow, he has no skill, no footwork, he's awkward, and I have been given him a name. I named Floyd Patterson the rabbit, I named Sonny Liston the bear, and he shall be known as officially as the mummy. The mummy. And Why the mummy? Because he fights. When he's fighting, if you ever watch him in the ring, he drags like that after his opponent. Considéré comme un outsider lors de son prochain match pour le titre au Zaïre en Afrique, Ali se présente comme un chantre du nationalisme noir et de l'islam. Pour se moquer de George Foreman, l'actuel champion du monde invaincu, Ali le surnomme le chrétien et l'espoir de l'homme blanc. C'est Ali qui change la donne. Ce combat sera celui du peuple noir. Un match lors duquel le peuple noir va désigner son champion. Pour Ali, ça ne peut pas être Foreman. Il est le champion de l'homme blanc et moi, celui du tiers-monde. Pour moi, George Foreman a toujours été un combattant contre-révolutionnaire. Aux Jeux Olympiques de 1968, on a vu les coureurs Tommy Smith et John Carlos lever leurs poings gantés de noir en signe de protestation. George Foreman, lui, a sorti le drapeau américain de son short et l'a agité après avoir remporté sa médaille d'or. D'une certaine manière, la rencontre Ali-Foreman au Zaïre en 1974 est inévitable. Ali est l'athlète révolutionnaire par excellence. Opposé à Foreman, le sportif contre-révolutionnaire. I'm representing God. I'm representing the freedom of black people in America. I want to win so I can come home and speak for the brother who's living in rat-infested houses, sleeping on concrete in the ghetto, can't go on television and speak. So this is to me is a holy war. This ain't just no fight with George Foreman. I'm fighting for the freedom and the equality of the black man of America.
Le 17 juillet 1974, Mohamed Ali invite plusieurs journalistes et leurs familles à un pique-nique dans son camp d'entraînement des monts Pocono en Pennsylvanie. Sa préparation en vue de son combat contre George Foreman a commencé il y a 8 semaines. Mohamed Ali s'est allégé de près de 5 kilos et il espère en perdre 5 de plus avant la rencontre dans 2 mois dans la capitale du Zaïre, Kinshasa. Mohamed Ali a 32 ans et comme à son habitude, il alterne boutades, anecdotes et poèmes. Ses sparring partners ont pour instruction de le frapper fort. Il assure les journalistes que George Foreman ne peut pas blesser ce qu'il ne peut pas frapper. « Misez tout sur moi », leur dit-il. For this fight, I've wrestled with alligators. I've tussled with a whale. I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock. I injured a stone and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali. Mobutu Sese Seko est le dictateur du Zaïre, l'ancien Congo belge de l'époque coloniale. Mobutu va organiser ce match de boxe légendaire dans un lieu très chargé en symboles, en raison de l'intérêt grandissant pour l'Afrique que manifestent en particulier de nombreux Afro-Américains. Mobutu Sese Seko, le président du Zaïre, a pris le pouvoir lors d'un coup d'État militaire soutenu par les Belges et les Américains qui a renversé le gouvernement démocratiquement élu. Ses opposants sont systématiquement torturés, voire tués. Il amasse une fortune personnelle colossale en détournant les bénéfices de l'industrie minière du pays au profit de ses comptes bancaires offshore, alors que de nombreux Zaïrois luttent pour leur survie sans électricité ni eau courante. Mohamed Ali et George Foreman accepteront les millions de Mobutu. Il était l'un des dictateurs les plus riches du monde à l'époque. Et ce match lui donnait l'occasion d'amener son peuple sur le devant de la scène internationale. C'est typique des dictateurs de mettre en scène des spectacles extravagants dans le but de distraire le peuple de sa propre misère. Par là même, ils cherchent aussi à attirer sur eux une attention qu'à tort ils croient bénéfique. C'était un personnage odieux, dilapidateur, qui possédait non seulement des maisons, mais des rues entières dans le pays d'origine de ses patrons, les Belges. Il importait des caisses et des caisses de champagne, spécialement mises en bouteille pour lui. Il ne buvait rien d'autre que cette marque-là au petit déjeuner. Voilà le genre d'individu que c'était. Le 10 septembre 1974, Mohamed Ali, accompagné de sa femme Belinda, de son frère Rahman, de ses parents ainsi que d'un entourage d'une 50aine d'amis et de collaborateurs, arrive à Kinshasa à bord de l'avion privé de Mobutu. Foreman est un étranger qui vient chez moi pour me combattre, dit-il à la foule des 5000 Zaïrois venus l'accueillir. Il est belge. Le président Mobutu a fait construire une nouvelle piste d'atterrissage pour les gros porteurs et une autoroute à 4 voies qui relie l'aéroport au centre-ville. Pour moderniser le stade municipal décrépit de 62 000 places, 100 tonnes de réfrigérateurs, buffets de cantine, têtes de douche et autres matériels de boxe ont été expédiés de Belgique. Ali et son entourage logent à Nsele, dans l'une des résidences présidentielles de Mobutu, à une 40aine de kilomètres de la ville. On était dans les appartements de Mobutu, sur les rives du fleuve Congo. Je n'avais jamais vu un spectacle aussi splendide. Les nénuphars descendaient le long du fleuve. Le soir, le soleil se couchait en se reflétant dans l'eau. C'était une symphonie de couleurs. J'ai pris des photos en souvenir. George Foreman semble mal à l'aise en Afrique.
Après une arrivée bien plus discrète que celle de Mohamed Ali, il s'installe dans la villa d'un fonctionnaire zaïrois à quelques kilomètres de son adversaire et reste le plus souvent seul. Le 16 septembre, le sparring partner de Foreman lui fend l'arcade sourcilière d'un coup de coude. Aucun point de suture n'est nécessaire, mais selon le médecin, la blessure va mettre des semaines pour se refermer et il demande le report du combat. Les autorités locales ont dépensé des millions de dollars dans les préparatifs et craignent que tout retard ne rapproche dangereusement la tenue du match de la saison des pluies, avec son lot d'averses torrentielles et d'inondations catastrophiques. Les officiels estiment que le camp de Foreman exagère la gravité de sa blessure. George Foreman voulait rentrer chez lui. Je sais bien qu'il s'est blessé accidentellement, mais dans le fond, il ne voulait pas rester en Afrique. Je savais que s'il retournait aux États-Unis, il ne reviendrait pas. S'il partait, c'était fini. Le combat n'aurait pas lieu. George Foreman demande à se rendre en France ou en Belgique pour avoir un deuxième avis sur sa blessure. Mobutu refuse. On dit même qu'il aurait confisqué le passeport de Foreman. Finalement, le combat est reprogrammé pour le 30 octobre à 4 heures du matin, heure locale. I'm gonna float like a butterfly and sting like a bee. George can't hit what his eyes can't see. Now you see me, now you don't. You think you will, but I know you won't. Foreman ne sortait jamais. Il restait dans son camp. J'observais Ali marcher dans les rues. Les gens le touchaient, il était détendu et il se savait aimé par eux. À Kinshasa, tous en avaient fait leur favori. Quand le combat a commencé, personne ne voulait voir Foreman l'emporter. Quand Ali court dans la campagne environnant la résidence de Mobutu, la foule le suit pour l'encourager en chantant « Ali Bomaye », « Ali tue-le ». Un jour, à Nsele, Ali tombe sur Veronica Poche, une étudiante en médecine de 18 ans venue de Californie pour assister Don King dans la promotion du combat. Ils se sont déjà croisés quelques semaines auparavant lors d'un combat amical à Salt Lake City. Au début, il ne s'intéresse pas vraiment à elle. Mais lorsqu'elle prend le bus pour retourner à Kinshasa, il lui propose de l'accompagner. Ils passent le voyage à discuter de leur enfance et de leur famille. Il m'a fait bonne impression. Je l'ai trouvé sympa et humble. Il ne ressemblait pas à son personnage public. Ce n'est pas que je ne l'appréciais pas, mais j'avais du mal avec son côté vantard. Mohamed Ali espère la revoir. Le combat reporté, sa femme Belinda est rentrée aux États-Unis. La première fois où il m'a dit qu'il avait envie de me revoir, je lui ai fait remarquer qu'il était marié. Alors il m'a expliqué qu'il allait divorcer. J'en ai parlé à quelqu'un qui m'a confirmé que le couple allait mal. Une autre personne a préféré se taire parce que les deux étaient ses amis. C'est vrai, j'ai voulu savoir ce qu'il en était. Je ne voulais pas me fier à ce qu'il me disait. Mais j'ai fini par le croire, alors j'ai accepté de le revoir. En réalité, Mohamed Ali fréquente au moins 2 autres femmes en Afrique. Quand Belinda revient au Zaïre, elle loge dans un hôtel de Kinshasa. Ali et elle se sont disputés. Il l'accuse d'avoir couché avec un autre homme. Veronica se fait discrète et rend visite à Ali en catimini dans sa résidence. On se promenait le long de l'eau le soir. C'était vraiment magnifique. On discutait et il partageait ses sermons. J'ai découvert plus tard qu'il s'était inspiré de livres soufis pour les écrire. Mais à l'époque, je pensais qu'il avait tout écrit lui-même sur des sujets comme l'amour et l'amitié. C'était si beau que je suis tombée amoureuse de lui en écoutant ses sermons. À l'approche du combat, plus de 600 journalistes débarquent au Zaïre. Parmi eux, George Plimpton, Hunter S. Thompson et Norman Mailer.
fight in many European countries, and it's a greater feeling fighting in a black country. I fight in Africa because I'm fighting in my homeland. Je me bats en Afrique parce que je me bats dans mon propre pays natal. America's not my original homeland. My original homeland is Africa. George Foreman, qui a enfin repris l'entraînement, ne consacre que peu de temps aux journalistes et ne leur donne presque rien à se mettre sous la dent. La foule se presse pour suivre ses séances d'entraînement, mais il la salue à peine. Il préfère rester concentré dans son travail et retourner à l'hôtel de Kinshasa où il réside désormais. I'll bruise up George Foreman. If I don't knock him out, I'll cut him up. All around his face will be nicks and cut. I'm so sharp, when I'm finished, they look like I had a razor blade. Pour être honnête, la plupart des gens pensaient que Foreman serait le vainqueur. Même les fans d'Ali. Il faut comprendre pourquoi. Foreman était un véritable artiste du chaos qui assommait tous ses adversaires. Tout le monde avait ça en tête et croyait qu'il allait démolir Ali. La veille du combat, surnommé par Ali The Rumble in the Jungle, la baston dans la jungle, son entraîneur Angelo Dundee se rend au stade pour inspecter le ring. Un toit en tôle a été provisoirement installé au cas où il se mettrait à pleuvoir. Dundee n'aime pas ce qu'il voit. Le sol du ring est trop souple et il penche, et les cordes se détendent à cause de la chaleur. L'entraîneur les resserre et tente de mettre le sol à niveau du mieux qu'il peut. Le 30 octobre, à 2 h du matin, Mohamed Ali monte dans un bus direction le stade. L'ambiance est maussade dans le vestiaire. Tout le monde, hormis le boxeur, craint une blessure, voire pire. Ali n'avait pas peur, pas du tout. Ce qui m'inquiétait le plus, c'était de ne pas savoir où on allait le soigner en cas de blessure. C'était ça ma plus grande crainte. Mais Ali n'avait pas peur. L'honorable Elijah Muhammad lui avait dit « Allah est à tes côtés. Foreman n'a pas Allah avec lui. » Ça lui donnait un moral d'acier. 5 minutes avant le combat, Mohamed Ali s'enferme dans les toilettes avec son manager Herbert Muhammad et lit à haute voix un passage du Coran. Dans le vestiaire de George Foreman, le champion et ses soigneurs se prennent par la main. Parmi eux se trouve Archie Moore, qui a autrefois entraîné Mohamed Ali. Il révélera plus tard avoir prié pour que Foreman ne tue pas Ali. There you see him, President Mobutu Sese Seko, the man that absolutely runs this country, and what a job he has done. Never before in the history of boxing, and perhaps in all sports, has there been an event that packs the drama, the true excitement, the suspense, and especially the mystique of this spectacle. They said it couldn't happen in the deepest part of Africa, but here we are. George Foreman has that serious look. Ali definitely talking to him. Look at the stare on George Foreman. Look at Ali. Give him the word. So the stage is set. Round one. The heavyweight championship of the world at stake. Here we go. Ali quickly across the round. Mohamed Ali frappe le premier, surprenant presque tout le monde. The light right hand taken on the forehead by George Foreman, the champion. Ali oblige Foreman à le poursuivre dans les coins et le long des cordes, mais il ne danse pas pendant ce premier round. Foreman n'économise pas ses coups. Il estime qu'il n'aura besoin d'atteindre Ali qu'une seule fois pour mettre fin au combat. Avant la deuxième reprise, l'équipe d'Ali le supplie de se tenir loin des cordes et hors de portée de Foreman. Ali a surpris tout le monde par sa tactique. Angelo Dundee et tous les autres s'arrachaient les cheveux. Able to observe a little bit of puffiness under the left eye of George Foreman, the left eye, not the right eye. Oh, what a combination landed by Ali to the face of George Foreman. Round 3 just underway. Ali envoie des combinaisons à la tête du champion. Au troisième round, Ali est à nouveau dans les cordes et Foreman le frappe au corps. Left hand, light left, taken on the chin of Ali. The fly left hand is not scoring. Foreman setting him up against the rope.
La tactique rope-a-dope est une ruse que Mohamed a utilisée pour piéger Foreman. Mohamed s'appuie contre les cordes et invite George Foreman à le frapper. Tu ne me toucherais pas la tête et même si tu le fais, je peux l'encaisser. Et si tu bouges au milieu du ring, tu sais ce qui se passe. Tu perds de l'énergie à remuer les jambes. C'est donc plus futé de s'appuyer contre les cordes. Angelo n'arrêtait pas de hurler « Sors des cordes, sors des cordes !» Après un des rounds, Ali s'est assis et lui a dit « Ferme ta gueule !» Il savait exactement ce qu'il faisait. Ali envoie 6 coups consécutifs à la tête de Foreman au début du 4e round, puis il s'installe dans les cordes. Il contre-attaque alors que Foreman le frappe au corps. À 30 secondes de la fin de la 5e reprise, Ali fait chanceler Foreman avec une droite puissante suivie d'une rafale de coups au visage. Une pluie de coups magnifiques s'abat sur Foreman. Ce ne sont pas des coups dans les règles de l'art, mais ce sont les seuls que Mohamed peut envoyer de cet angle. Au 6e round, George Foreman ralentit. Son visage est tuméfié. Ali se sert de sa tête autant que de ses poings. Comment faire pour battre ce type? Eh bien, vous le laissez s'épuiser. Après l'avoir bien fatigué, Ali change de tactique. Here we go, the bell's down, round number 8. Foreman looking to deliver the real heavy blows. Now he's bouncing better. Almost falls out of the ring. Oh. 30 seconds left in round 8. Ali, a sneaky right hand. Another sneaky right hand. Sandy working with the It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. This is the most joyous scene ever seen in the history of boxing. This is an incredible scene. You know how I feel. Plus de 7 ans après avoir été exclu du monde de la boxe et déchu de son titre, Mohamed Ali est à nouveau champion du monde des poids lourds. C'est un spectacle extraordinaire. Ce boxeur nous avait dit en 1964 qu'il allait bouleverser le monde entier. Et 10 ans plus tard, après sa mise à pied et la perte de ses titres, il est de retour. Son comeback a débuté de manière honorable, mais rien de génial. Là, il affronte quelqu'un qu'il n'est pas censé pouvoir battre et il le bat de façon spectaculaire dans un endroit hautement symbolique. La boucle est bouclée dans sa carrière de boxeur. Il est de retour au sommet. Congratulations. Am I the greatest of all time? Muhammad, you told me in Deer Lake you were the greatest of all time. And I think Ali est celui qui récupère ce qui lui est dû. Il le fallait. Si on aime Ali, c'est parce qu'il reprend tout ce qu'il a perdu. S'il ne gagne pas ce combat, s'il ne revient pas au top, ça veut dire qu'on l'a brisé, comme tout le monde. Il est magnifique et épanoui. Il a usé de tout son talent pour qu'on puisse voir la panoplie de ses dons. Et c'est pour ça qu'on l'aime tant. Partout, on salue le triomphe inattendu de Mohamed Ali. C'est une victoire de tous les opprimés du tiers-monde, écrit un journaliste sénégalais. Toute l'Afrique s'est unie derrière Mohamed Ali, le bien-aimé de notre continent. Pour beaucoup d'Américains, l'Afrique est devenue réelle grâce à ce match. Cet endroit existe et un événement énorme a eu lieu là-bas. À Louisville, Mohamed Ali retrouve Joe Martin et Fred Stoner, ses premiers entraîneurs, et la foule immense qui s'est rassemblée sur la Riverfront Plaza.
La ville célèbre la journée Mohamed Ali et une rue du centre-ville est baptisée en son honneur. À Chicago, le maire Richard Daley, qui lui avait retiré sa licence de boxe en 1966, lui remet la médaille du mérite de la ville. Le président Gerald Ford, dans le but, dit-il, de guérir les blessures de la division raciale du Vietnam et du Watergate, invite le boxeur dans le bureau ovale. Pour Ford, Mohamed Ali est un homme de principe. Mohamed Ali était l'homme le plus important du monde. Tout le monde le connaissait. Personne n'avait une telle grandeur. Aucune porte ne lui était fermée. À l'automne 1974, Ali et Belinda vendent leur propriété du New Jersey et font l'acquisition d'un manoir au sud de Chicago, non loin de la maison d'Elijah Muhammad. Ce dernier est au plus mal. Ali achète également un appartement à Chicago pour Veronica. Il l'a épousée en secret lors d'une modeste cérémonie musulmane avant de quitter le Zaïre. Belinda, qui va bientôt changer de prénom pour s'appeler Khalila, n'est pas au courant. Veronica, quant à elle, croit toujours qu'Ali a l'intention de divorcer. Je n'étais pas très futée et je ne connaissais pas grand-chose à la vie. Tout ce que je savais, c'est que je l'aimais. Et je pensais que c'était le plus important, comme le disaient toutes les chansons de l'époque. Mon éducation sentimentale s'est faite comme ça. Le 25 février 1975, Mohamed Ali se trouve à Deer Lake lorsqu'il apprend la mort d'Elijah Muhammad. Il rentre immédiatement à Chicago. Bien qu'il soit encore officiellement suspendu de la Nation of Islam, il a continué à rendre visite à Elijah Muhammad et à faire son éloge publiquement. Il compte toujours parmi les donateurs les plus généreux de la secte. Pour succéder à Elijah Muhammad, sa famille et ses plus proches collaborateurs se positionnent en faveur de Wallace Muhammad, le jeune frère de Herbert. Après avoir embrassé la religion musulmane traditionnelle, Wallace s'est pourtant rebellé contre les enseignements de son père. Il a été exclu de la secte quand il a contesté Elijah dans sa prétention à être le messager d'Allah, mais il vient d'être réintégré. Un jour plus tard, Ali prête allégeance à Wallace. Brother Wallace is now in the position of the Honorable Elijah Muhammad. And when we look at him, you are looking at the Honorable Elijah Muhammad. Mohamed n'a pas hésité à s'exprimer en faveur de Wallace. Dans son cœur, il suivait les enseignements de Wallace encore plus étroitement que ceux d'Elijah, parce qu'il aimait tout le monde. Wallace Muhammad enseignait ce que Malcolm X était allé chercher en Arabie Saoudite et qu'il avait découvert par lui-même. Au cours des 18 mois suivants, Wallace s'emploie à orienter l'organisation vers un islam plus orthodoxe. Il commence par dissoudre les Fruit of Islam, la branche paramilitaire de l'organisation. Il déclare ensuite que les démons ne peuvent être identifiés par des attributs physiques, ce qui permet aux Blancs d'adhérer au groupe. Enfin, il lui donne un nouveau nom, la Communauté mondiale de l'islam en Occident. Wallace avait une vision plus ouverte de l'islam, bien plus conforme à l'islam orthodoxe, ce qui a permis à Mohamed Ali de toucher plus de gens, d'être plus universel dans son expression de l'islam. C'était une très bonne chose pour lui. Au printemps 1975, Mohamed Ali engrange des millions de dollars, enchaînant les victoires contre des adversaires de rang inférieur, Chuck Wepner, Ron Lyle et Joe Bugner. Veronica et Belinda, devenues Khalila, l'accompagnent souvent dans ses tournées. Au début, la presse parle de Veronica comme de la babysitter de la famille ou de la cousine de Khalila. Mais les rumeurs commencent à circuler. Selon un journaliste, une atmosphère de harem règne autour d'Ali. Il révèle aussi que Khalila présente désormais Veronica comme l'autre femme d'Ali. Khalila apprend à accepter les tromperies de son mari et parfois même elle lui facilite ses aventures. Il lui arrive de se lier d'amitié avec ses rivales.
Ali a des enfants avec au moins 2 autres femmes pendant leur mariage, mais malgré toutes les épreuves, Khalila reste à ses côtés. J'étais à la fois son épouse et son amie. Quand il se retrouvait avec un procès en paternité ou qu'une nana essayait de lui soutirer de l'argent, il venait me voir et m'en parlait. Ils disent que c'est mon enfant. Je devais abandonner mon rôle d'épouse pour être son amie. Montre-moi le gamin, je verrai bien si c'est le tien. La relation d'Ali avec Veronica évolue vers quelque chose de plus profond. Khalila accepte sa présence si c'est la condition pour éviter un divorce. La situation est devenue très compliquée. Son manager, Herbert Mohammad, était farouchement opposé au divorce parce qu'elle était musulmane. Le 1er juillet 1975, Mohamed Ali annonce son prochain combat. Il va retrouver Joe Frazier, son ennemi juré, pour un match qui mettra un point final au débat. Le combat aura lieu en octobre aux Philippines et deviendra célèbre sous le nom de Thrilla in Manila. À ce stade, on aurait pu croire qu'ils se respectaient enfin l'un l'autre. Ils n'avaient plus rien à prouver. Ali avait récupéré son titre et Frazier était sur le déclin. Ils auraient pu en être au point où ils admettaient enfin la valeur de l'autre. Mais non. Non. Pas du tout. Aucun respect. Le chapitre n'est pas clos. La bataille n'est pas terminée. Ferdinand Marcos, le dictateur corrompu des Philippines, espère embellir son image et mettre son pays à l'honneur en accueillant le combat, comme l'a fait Mobutu au Zaïre. What do you think this sort of fight will do for the Philippines? Well, it does step up the size of the Philippines and prove the fact that the government is stable and that we have peace and order. Quand Marcos et son épouse Imelda invitent les boxeurs au palais présidentiel, Ali est accompagné de Veronica et non de Khalila. That's all you're gonna see me do. Joe Frazier's here all night. I'm gonna stop all these people talking about Joe Frazier. They still think Joe Frazier can whoop me. I'm gonna show him. You see how he's bouncing? See his head? Ali traite Frazier d'imbécile, l'accuse de sentir mauvais et va jusqu'à s'immiscer dans une de ses séances d'entraînement pour le provoquer du haut de la passerelle qui surplombe le ring. Pour moi, il y a 2 points noirs dans la vie d'Ali. Le moment où il a tourné le dos à Malcolm X et la façon dont il a traité Frazier avant leur 3e combat à Manille. Gotta hold the gorilla. Gotta capture the gorilla. Pour cette 3e rencontre, ils étaient tous les deux un peu sur la pente descendante. C'était la guerre entre eux et Ali le savait. Il savait aussi que le temps lui était compté. Il a été méchant, insensible et détestable. Et Frazier ne lui a jamais pardonné. Frazier espère surprendre Ali avec une nouvelle arme, son crochet du droit. Quoi qu'il arrive, n'arrête pas le combat, demande Frazier à son entraîneur Eddie Futch. Je vais manger le cœur de ce bâtard à même la poitrine. Ça va être sa fin, ou la mienne. Ali s'abstient de tout footing et de séances de sparring partner. Il estime être en forme olympique. Je serai tellement supérieur que je vais le mettre KO. In cooperation with Don King Productions Incorporated, proudly presents The Thrilla in Manila. On a là 2 types d'un courage hors du commun. Ce n'est pas une question de style, mais de courage. Introducing the challenger and former heavyweight champion of the world, Joe Frazier. Frazier dit qu'il va gagner. Dans son cœur, dans son âme, c'est lui le vainqueur. Joe n'est pas intimidé, et Ali ne l'est jamais. Ils entrent sur le ring. Action begins. Ali scoring quickly with a couple of lefts.
two most familiar fighters in the world, meeting for the third time. I think Ali will find Frazier a different customer in terms of any rope-a-dope tactics. By definition, George Foreman était la définition même du cogneur. Joe Frazier, lui, sait se ménager. Il sait quand reprendre son souffle, quand ne pas frapper, quand engager un corps à corps. C'est un moment qui permet à l'adversaire de se reposer, mais à vous aussi. Round two, just getting underway. Oh, a good right lead. Snapped Frazier's head back. Again, that right lead. The key to the fight thus far. Ali is now scoring against Joe Frazier. À la fin du troisième round, on dirait que Joe va être mis KO. We've got less than 30 seconds left, and Ali is cleaning up on Frazier's head here in the late going. Tout à coup, au quatrième round, Frazier envoie une droite. Ali lui dit « Mon pauvre vieux, tu n'as pas de droite ». Mais ça ralentit Ali qui doit changer sa stratégie. Et Frazier se met à dominer le combat. Frazier always on top of Ali, trying to get through. Always the aggressor. Good left hook by Joe Frazier. Quickly, Ali covers up. À la sixième reprise, Frazier envoie deux violents crochets du gauche qui font chanceler Ali. Dundee hurle, sort des cordes. Au début du septième round, Ali murmure à l'oreille de Frazier « Mon vieux Frazier, on m'avait dit que tu étais lessivé. »« Ils t'ont menti, beau gosse, » lui répond Frazier. Ali on his toes still, trying to create a moving target for Frazier. Oh, good blows by Ali. Couple of quick flicking lefts followed by a right. Good left hook there by Frazier. Less than a minute to go in this, the 10th round, and Ali seems a weary fighter. At this point in the fight, the key questions become stamina and strength. Good right there by Ali. Joe takes too many to the head as he did there. That's why his eyes are so susceptible to damage. Les deux hommes sont épuisés, mais à partir du 12e round, Ali prend les choses en main. Frazier a l'œil gauche quasiment fermé et la bouche en sang. Frazier était déjà aveugle d'un œil. Ali lui ferme l'autre œil pendant le combat. Mais Frazier veut continuer. Il veut rester sur le ring même s'il n'y voit rien. Dans l'autre coin, Ali est épuisé. Il n'arrive pas à se lever. The bell for round 13. Joe Frazier's left eye is a mess. No other way to put it. It's been another grueling, bruising struggle between the... C'était d'une violence. Everything, in some ways, reminiscent of the classic first fight in March of '71. As Ali actually... The mouthpiece went from the right leg. The mouthpiece went. You saw it fly out. Ali is now really giving it to Frazier. Frazier's in trouble. Joe coming back to the midsection, but Ali covered. Less than a minute left in the 13th round, with Ali punishing Frazier. Already the mouthpiece is gone. He has staggered Frazier. Les jambes de Frazier sont comme des spaghettis trop cuits. Ali n'est pas en grande forme non plus. Ils ont tout donné dans ce round. Quand on arrive au 14e round, je dis « Je voudrais que ça s'arrête maintenant. Laissez-les rentrer chez eux. Dites-leur que c'est match nul et qu'ils étaient super tous les deux. Je ne peux plus regarder ça. » Ali is giving it to him again, and Joe can't answer back. The swings are wild. Ali in total command. Dans la dernière minute du 14e round, Ali envoie une rafale de coups au visage tuméfié et ensanglanté de Frazier. Par on ne sait quel miracle, Frazier reste debout.
Mohamed l'a frappé 2 ou 3 fois à la fin du round, ce qui a désorienté Joe. Quand la cloche sonne, l'arbitre doit l'aider à retrouver son coin. Il est vraiment abîmé, mais ne veut pas jeter l'éponge. Non, n'arrêtez pas le combat. Ne faites pas ça. Mohamed est complètement dans les vapes. Il a déclaré après que c'était l'expérience la plus proche de la mort qu'il ait vécue. Eddie Futch leaning over his fighter. Look at Frazier's eyes. Eddie Futch a déjà vu 4 boxeurs mourir sur le ring. Il refuse de laisser son poulain continuer. Il lui dit « C'est fini, Joe ». Frazier ne voulait pas abandonner. C'est Futch qui l'a forcé. C'est un des grands moments de l'histoire de la boxe. Futch doesn't want the fighter to go on, telling the referee. Joe Frazier is in his corner, on the stool. Look at Ali getting ready to go out. Now he realizes Frazier will not come out. Muhammad Ali is still the heavyweight champion of the world. On leur a tout demandé et ils ont tout donné. Cela arrive rarement dans un match, ou même dans la vie. Et là, c'est devant nous, dans toute sa pureté. Tandis que son entourage se presse autour de lui pour le fêter, Mohamed Ali s'effondre au tapis. Ils se sont transformés en monstres. C'est la boxe dans toute sa férocité, mais c'est le jeu qui veut ça. C'est une attaque pure et dure sur le cerveau. C'est un sport cruel, et ils étaient au sommet de leur cruauté cette nuit-là. Ils ne se sont pas battus pour le championnat WBC ou WBA. La question n'était pas d'être le champion de la planète. Ils se sont engagés dans un face-à-face sur un morceau de banquise en train de fondre et se sont battus pour être le champion de l'autre. Chacun est un capitaine à cab qui voit Moby Dick en son rival. Joe Frazier est trop amoché pour assister à la réception au palais présidentiel ce soir-là. Mohamed Ali va uriner du sang pendant plusieurs semaines. Plus tard, Ali dira « On est allé à Manille en champion, à notre retour, on était devenus des vieillards. » C'était comme un combat à main nue dans un bar. Ce que Mohamed Ali et Joe Frazier ont exprimé était majestueux. C'était violent, conflictuel et assez émouvant par moments. Ils nous ont fait un superbe cadeau. I'm giving you a few minutes and then I'm leaving. What have you got to say about Joe Frazier now? He's great. He's greater than I thought he was. When I say great, his style is a style that only he can be successful with. I think he fought a good fight. J'ai visionné les interviews après le combat de Manille et on voit déjà qu'il n'a plus la même façon de parler. Il a un débit plus lent. Quelque chose ne tourne pas rond. C'est dur, parce qu'on va bientôt voir une autre personne. On va assister à sa dégénérescence. C'est d'une tristesse sans nom. Au printemps 1976, Khalila et lui se sont séparés et vivent désormais chacun dans leur appartement. Elle se confie à un journaliste. « Il n'y a plus de mariage, c'est derrière moi tout ça. » J'ai pris la décision de divorcer. J'ai dû affronter tellement de situations humiliantes. Je m'en suis voulu. Et puis au bout d'un moment, je n'y attachais plus d'importance. Et ça aussi, c'est difficile. Mes parents ont divorcé quand on était très jeunes. On avait 5 ans. J'ai passé la majeure partie de mon enfance chez mes grands-parents maternels. Je n'ai pas eu la chance d'avoir mon père à mes côtés après le divorce. Ça a été un moment douloureux pour nous, parce qu'il nous manquait. Veronica est enceinte. Le couple séjourne à Berrien Springs, dans le Michigan. Ali y a acheté une ferme de 30 hectares l'automne précédent.
On était amoureux. Je savais à quel point il m'aimait et combien je l'aimais. Il savait que je lui étais fidèle. Et il y était très sensible. On était tout le temps ensemble. Je voulais avoir des enfants. On a donc accueilli Anna avec bonheur. Odessa, la mère d'Ali, fatiguée des excès en tout genre de son mari, se sépare de Cassius Clay Sr. et emménage dans une nouvelle maison que son fils lui a achetée à Louisville. Ali a annoncé à Wallace Muhammad qu'il prenait sa retraite. Pourtant, il a besoin d'argent pour faire face à ses dépenses toujours plus grandes. Il va donc affronter 5 adversaires en 15 mois. Jean-Pierre Koopman, Jimmy Young, Richard Dunn, Ken Norton pour la 3e fois, Alfredo Evangelista. Il gagne à chaque fois. Mais à 35 ans, Mohamed Ali est clairement sur le déclin. Il enquille les rounds éprouvants, incapable d'éviter les coups qu'il esquivait auparavant avec facilité. Après un combat particulièrement violent qu'il remporte en 15 rounds contre Ernie Shavers en septembre 1977, certains de ses associés en ont assez. Teddy Brenner, l'organisateur des matchs de boxe du Madison Square Garden, dit à Herbert Muhammad qu'il ne proposera plus de combat à Ali. Ce serait bien qu'il s'arrête pour de bon avant de tomber dans le précipice, dit Brenner. Des analyses sanguines effectuées par la commission sportive de New York révèlent que les reins d'Ali sont sévèrement endommagés et qu'il pourrait lâcher s'il prend encore des coups. Il devrait arrêter, et tout de suite, déclare Ferdy Pacheco. Celui qui, pendant 15 ans, a été le médecin de l'équipe de Mohamed Ali, décide de passer à autre chose. Son père lui dit « Arrête, fiston, avant que tu ne te fasses mal ». Ali s'inquiète auprès de son entourage. Vous trouvez que j'ai une autre voix? Que je mange mes mots? Vous croyez que j'ai des lésions cérébrales? C'est un crève-cœur de le voir poser ces questions aux journalistes. Ses parents lui confirment qu'il a changé et qu'il a des problèmes d'élocution. Et pourtant, il continue de boxer, persuadé comme toujours que tout ira bien. Pour Angelo Dundee, la décision vient d'Ali. Je ne lui donne mon avis que lorsqu'il me le demande, dit l'entraîneur. Tous ceux qui tenaient à lui voulaient qu'il prenne sa retraite. Mais il y avait toujours une nouvelle proposition de combat. Et en général, elle venait de Herbert Muhammad. À mon avis, Mohamed écoutait surtout l'avis de Herbert. Grâce à Mohamed, Herbert avait pu bénéficier d'un certain train de vie. Son influence a été déterminante dans sa décision de continuer à boxer. Tout simplement parce que ça signifiait plus d'argent pour Herbert. Le promoteur Bob Arum a déjà trouvé le prochain adversaire du champion. C'est un ancien Marine de 24 ans nommé Leon Spinks. Il a remporté l'or olympique dans la catégorie poids mi-lourd en 1976. Le combat en 15 reprises aura lieu au mois de février 1978. Victor Solano, un boxeur amateur qui s'est lié d'amitié avec Ali après une séance de sparring à Los Angeles, tente d'aider Mohamed Ali dans sa préparation. Il ne s'est entraîné que 2 semaines. Il disait « Ce type n'est qu'un amateur. Moi, j'ai affronté Frazier, Foreman et un tas d'autres, et lui, il n'a que 6 combats à son actif. » Il courait quelques centaines de mètres, remontait dans sa limousine et allait se recoucher. Leon Spinks prend Mohamed Ali par surprise. Spinks comes flying out here and goes right after this great champion, absolutely showing no respect at all. Spinks l'a vraiment maltraité. Ali should be punching with both hands, but instead it's Spinks that comes back and he's throwing everything he's got in both punches. Ali is covering up. He's keeping him in his corner. He will not let him out. Ali's got to go toe-to-toe. Ali a cru qu'il pourrait faire comme avant et tout donner dans le dernier round. Spinks is in the corner and Ali's got him where he wants him. And Spinks comes back with a counter, another, and there's Spinks backing up the champion. Mais il n'avait plus de ressources, plus rien. 8 seconds away or he's lost it. He's still hammered Ali. Ali looks like he's in trouble. He's leaning against the rope. 2 seconds. It's 1 and the ball. Judge Harold Knox scores 144
Après 7 victoires professionnelles seulement, Leon Spinks devient champion du monde poids lourd. Ali m'a dit « Bob, organise la revanche, fais ça pour moi. » J'étais d'accord, mais à une seule condition, qu'il me promette de prendre sa retraite quelle que soit l'issue du match. Il a accepté. But now I got beat, I'm all washed up. Time magazine, the greatest is gone. He's washed up, he's old. Now I got something to get up and prove. To set a record that you know won't never be broken in the next 100 or 200 years. I mean, to win the title back for the third time. Can you imagine? Il est redevenu humble. Il a dit, je vais me lever et courir sous la lune et les étoiles. Je vais de nouveau couper des arbres et revenir à ce qui a fait ma grandeur. Former two-time great champion from Louisville, Kentucky, in white trunks, weighing in at 221, Muhammad Ali, the greatest. C'est quand il a affronté Spinks pour la deuxième fois qu'il s'est montré le plus courageux. Il y va alors qu'il est trop vieux et qu'il ne devrait plus boxer. Il a accepté sa défaite. Mais après, il a su préparer le combat parfait. Round one, the champion Spinks coming right out against a moving and dancing Muhammad Ali. And still tying up the champion. Ali is luring him into these traps. Look at Ali, James. He's a thing of beauty. Little shuffle in the neutral corner by the former champion. The former champion, still moving. Still frustrating the champion, Leon Spinks. And a great right hand. Terrific right hand to Spinks, and he grimaced. He just coming in. He got another right hand in his face. Down to the final 10 seconds in round 4. C'était un spectacle incroyable. Okay, they're out in the middle for round 8. And he hooks it with 2 good hooks right off of Spinks' jaw. Oh, a great left hooking. Spinks may be hurt. Pendant 15 rounds, Ali surclasse complètement Spinks. It's all Ali. It's all Ali. 1:30 remaining in this fight. And now here in New Orleans, at the age of 36 years old, he is showing a young man what boxing is all about. He is showing a young Leon Spinks what it's like to be in with the real Muhammad Ali. That is about it, folks. It's Ali. The new champion, Muhammad Ali. Muhammad Ali, the new champion. Mohamed Ali remporte le titre mondial poids lourd pour la 3e fois. C'est du jamais vu dans l'histoire de la boxe. Ali est soulagé. Dieu merci, c'est fini, dit-il. Plusieurs fois, j'ai pu remarquer que son pouce tremblait légèrement. Ça pouvait se produire après une séance de punching ball. C'était un tremblement infime, mais on voyait déjà que quelque chose allait mal. Ma mère dit qu'elle avait vu des signes avant-coureurs à l'époque des combats contre Spinks. À cette période, beaucoup de gens ont trouvé que mon père avait pris un coup de vieux, qu'il parlait plus lentement. On mettait ça sur le compte de l'âge, et pourtant, il n'était pas si vieux que ça. Il n'était plus le même, c'est tout. Comme avant, il était d'une rapidité exceptionnelle, que ce soit dans ses gestes ou dans sa façon de parler, les gens ont imputé son ralentissement à son âge. En janvier 1979, Ali et Veronica, désormais mariés en toute légalité, achètent une villa dans le quartier de Hancock Park à Los Angeles. Ils ont 2 filles, Hannah, 2 ans, et Lila, qui vient de fêter son premier anniversaire. En juin, Ali prend officiellement sa retraite et renonce à son titre dans une lettre qu'il écrit à la WBA. Il entame une tournée d'adieu, fait la promotion de dizaines de produits, joue dans des films et combat dans le monde entier dans des matchs amicaux qui semblent sans danger, mais il s'ennuie.
Le 15 février 1980, il déclare à un journaliste de l'Associated Press qu'il a été contacté par des promoteurs et qu'il est de plus en plus sûr de faire son retour sur le ring. Ali a 38 ans, les cheveux grisonnants et selon certaines sources, il pèse plus de 120 kilos et n'a pas réellement combattu depuis 17 mois. Presque tout le monde estime que c'est une mauvaise idée. Sa mère, Odessa Clay, déclare qu'elle ne veut plus le voir boxer. Mais Don King contacte Herbert et Ali avec une offre. Le promoteur gère désormais un ancien sparring partner d'Ali qui a récemment remporté le titre de champion du monde poids lourd. Pour Don King, le seul comeback possible pour Ali, c'est un match contre Larry Holmes. Larry Holmes a 30 ans et il est invaincu en 35 combats professionnels. Ali était mon ami. Il lui arrivait d'assister à mes combats, de me regarder depuis les gradins. J'en revenais pas qu'Ali vienne me voir boxer. J'étais comme un gamin. Muhammad Ali has seen the bright side, now he's on the dark side. I'm the light side now. What do you think you'll do with him? Beat Muhammad Ali, of course, but I would feel sad about beating Muhammad Ali because Muhammad is a legend in his own time. Now his time has passed. It's my time now. Il n'aurait jamais dû m'affronter. Mais 10 millions de dollars, ça donne envie de se battre contre Holmes ou contre n'importe qui d'autre. C'est ce qui s'est passé. Et c'est ainsi que j'ai pu combattre Ali. Les boxeurs décident de s'affronter à Las Vegas à l'automne 1980. Mohamed Ali s'explique. Nos mosquées sont en difficulté et certaines de nos écoles ferment. Je reviens pour qu'elles restent ouvertes. Avant le match contre Larry Holmes, Ali a dit « Je lui ai appris tout ce qu'il sait, mais pas tout ce que je sais. » I taught him how to train. He come to me ragged and hungry. Gave him a job as a sparring partner. Took him out of Eastern Pennsylvania. A little peanut head, nothing, no money, bum. Taught him how to dance. Showed him how to. We see him imitating me. Showed him how to dance around the ring. He tries to imitate me, but he gets tired and clumsy. He can't dance. Listen, he tried to teach me how to talk. He can't talk. Don't ask me no questions. Why are you doing this? Why am I doing it? Do you need the money? Who don't need money? Mohamed Ali n'aurait jamais dû combattre Larry Holmes, et Larry Holmes n'aurait jamais dû combattre Mohamed Ali. Tout ça, c'était du pur business, et reflétait son besoin constant de trouver une nouvelle occasion de monter sur scène. En juillet, les médecins de la Mayo Clinic dans le Minnesota font passer à Ali un examen complet. Ils détectent bien des problèmes d'élocution, de mémoire et de coordination chez le boxeur, mais se contentent de son explication lorsqu'il se dit fatigué et l'autorisent à combattre. Ali se teint les cheveux et perd 13 kilos. Petit à petit, il ressemble à l'ancien Ali. Mais quand ses sparring partners doivent, à sa demande, le frapper à la tête, il trouve qu'il est une cible trop facile. Angelo Dundee se met à raccourcir les rounds en secret pour épargner son poulain. 3 semaines avant le match, le médecin personnel de Herbert Muhammad prescrit des médicaments à Ali pour soigner ce qu'il dit être un dysfonctionnement de la thyroïde. Le traitement accélère son métabolisme, ce qui provoque une perte de poids rapide et le met sur les rotules. Quelques jours avant le combat, Ali s'effondre lors d'une course matinale et doit être soigné pour déshydratation. Un de ses sparring partners estime qu'il n'est pas en état de boxer, mais Herbert Muhammad soutient qu'il est trop tard pour annuler. There he is, the returning hero. Maybe not this time the conquering hero, Muhammad Ali. Le 2 octobre 1980, près de 25 000 personnes remplissent une salle bâtie temporairement à Las Vegas. 6 millions de dollars de billets ont été vendus, un record. But here comes Larry Holmes, the WBC heavyweight champion. J'ai tout de suite voulu prendre le contrôle. Faire en sorte qu'il me respecte dans un contexte qui était différent de celui de la salle d'entraînement. Ma stratégie était de lui rentrer dedans, de l'attaquer, de le bousculer. The bell for round 1. Holmes really would like to make mincemeat of him early, if he can. 25 seconds into round 1. With Ali, you must constantly look for strategy, trying to outsmart the opponent.
J'étais sûr qu'il allait nous sortir un de ses tours de magie. On s'est tous dit, bon, d'accord, il n'a rien fait dans le premier round, ni dans le deuxième. Mais d'une minute à l'autre, il va redevenir Mohamed Ali. Ali posturing and talking. Not punching. Not at the moment. Seems to me there is a swelling to Ali's face. So far, it is utterly no contest. Au troisième round, il est devenu évident qu'il n'allait rien faire du tout. Oh, a good left and a right that sent Ali back against the ropes. Ali. C'est devenu triste à regarder. C'était comme être témoin d'un accident, comme voir un ami se faire écraser par un camion. Ali gets wearily to his feet as we prepare for round 9. Oh, a good, sharp left jab by Holmes. There is a flow of blood under the left eye. Ali covering, and yet two of the lefts got in. And I could do pretty much what I wanted. Je faisais à peu près tout ce que je voulais. Puis vers la fin du round, j'ai dit à Ali, arrête d'encaisser tous ces coups. Arrête. Il m'a insulté. Il m'a traité de tous les noms. Il n'avait jamais fait ça. Oh, that right hurt Ali. Très bien, prends ça alors. Oh, he's ready to go. This must be stopped. It is a sad way to end. You start thinking, je n'avais pas vraiment envie d'assister à ça. J'avais vu toute la magie et elle avait disparu maintenant. Je ne crois pas avoir vécu un moment plus difficile en tant que journaliste sportif, parce que j'avais beaucoup d'affection pour lui. Je l'aimais bien. C'était une chose qu'il perde, mais je ne voulais pas qu'il se fasse tuer sur le ring. C'est ce qu'on craignait. Ali s'écroule sur son tabouret après le 10e round. Un round dans lequel il n'a tenté d'envoyer que 4 coups de faible intensité. Depuis sa place, Herbert Muhammad fait signe à Angelo Dundee d'arrêter le combat. Holmes a dominé tous les rounds avec 340 coups contre 42 pour Ali. When you fight a friend, to me, a brother, and you do what you have to do, you can't get happiness. I told him, I said, I love you, and I really respect you. J'ai retrouvé ma femme et j'étais en larmes. Tout le monde m'a demandé pourquoi je pleurais. Parce que j'aime cet homme. Il était mon pote. J'ai encore les larmes qui montent, rien que d'en parler. Cet homme avait tant à offrir. Ali said he checked into the hospital because he hadn't felt well before last week's fight, and he wanted to know what was wrong. I wasn't myself the night for Holmes. I couldn't get away from punches. My timing was off. Les médecins découvrent qu'Ali a fait une surdose de médicaments pour la thyroïde, mais ne trouvent aucun indicateur d'une maladie sous-jacente. Ils l'estiment en excellente santé. Tout le monde ne partage pas cet avis. Ferdy Pacheco, l'ancien médecin personnel d'Ali, déclare « Dans 2 ou 3 ans, on verra les répercussions du combat contre Holmes sur ses reins et son cerveau. C'était déjà un boxeur abîmé avant le match, mais là, son état va s'aggraver. » Pour Herbert Muhammad, Ali est trop vaniteux et trop préoccupé par son apparence. « Je ne pense pas qu'il devrait boxer à nouveau, dit Herbert, mais s'il insiste, je suis avec lui. » Don King affirme qu'il déconseillerait à Ali de prendre part à un nouveau combat, tout en précisant qu'il en ferait la promotion si on le lui demandait. Quant à Ali, il déclare « Je reviendrai ». Il tient parole. L'année suivante, en 1981, il affronte Trevor Berbick, un boxeur de 27 ans aux Bahamas. Pour Ali, ce combat sera le premier d'une série pour regagner sa ceinture de champion poids lourd. I got a chance to go down as the greatest athlete, not boxer, in the history. I can make so many people wrong. So many writers have beat Crow. I have so many people to beat, not just Berbick. So I don't have no extra time to clown for you. À presque 40 ans, il pèse 107 kilos, soit 10 de plus que lors de son match contre Holmes. Dans les jours qui précèdent le combat, il parvient difficilement à terminer ses footings matinaux. Berbick's all over Ali and on the
C'était un combat horrible. On se tenait tout recroquevillés dans les gradins, à supplier papa de jeter l'éponge. On ne voulait pas voir ça. C'était vraiment dur à regarder. Mohamed Ali va au bout des 10 rounds, mais la décision est unanime. Sa fille Rashida rejoint Ali au vestiaire après le combat. Plus tard, sa sœur Maryam confiera « Je voulais qu'il perde. S'il avait gagné, il aurait continué à monter sur le ring et ça, je ne le voulais plus. » How do you feel now? Do you think it's time now that you should give some serious thought to this? I know you. I felt more like return a minute after the fight. Probably next week I'll be trying again. I think I quit. Father Time called me. You think Father Time caught you? You think maybe next week you'll think about it, but now you're. I think Father Time winning. Sa carrière est terminée. Mohamed Ali a remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Rome en 1960. Il a gagné 56 combats professionnels et n'en a perdu que 5, contre Joe Frazier, Ken Norton, Leon Spinks, Larry Holmes et Trevor Berbick. Il a été triple champion du monde poids lourd. Ses combats lui ont rapporté plus de 50 millions de dollars, plus que tous les précédents champions poids lourds réunis. Des milliards de fans à travers le monde l'ont vu combattre en chair et en os dans les salles de cinéma et à la télévision. Et il a encaissé des dizaines de milliers de coups de poing sur le corps et à la tête. Il aurait dû s'arrêter après avoir battu Foreman au Zaïre. C'était la fin parfaite du film. On ne peut pas rêver mieux. Mais le besoin d'attention est une drogue, tout comme l'adrénaline ou la célébrité. Il n'a pas pu résister à tout ça. En novembre 1982, Mohamed Ali retourne en salle d'entraînement en vue d'une tournée d'exhibition de 3 semaines qui va passer par l'Arabie Saoudite, l'Inde et le Pakistan. Les bénéfices sont destinés à la construction d'une nouvelle mosquée à Chicago. « J'ai 40 ans, ma vie ne fait que commencer », déclare Ali. « Je fais ça pour la religion musulmane ». Depuis qu'il s'est retiré, son état de santé s'aggrave. En surpoids et souvent exténué, il parle d'une voix basse et hésitante et traîne des pieds plus qu'il ne marche. Je devais avoir 5 ans et je me souviens qu'il trébuchait, qu'il perdait l'équilibre ou qu'il avait le regard vitreux. Un jour, il conduisait et il s'est fait arrêter par la police. Les agents croyaient qu'il était ivre parce qu'il n'arrivait pas à marcher droit. Mais ils ont vite compris que ça venait d'autre chose. Il ne buvait pas. Il avait la maladie de Parkinson et personne ne le savait. Pour son équipe, ses confidents, ses assistants et tous ceux qui lui tournaient autour et qui ont parcouru le monde avec Ali, qui l'ont préparé avant chaque combat et qui ont savouré ses aventures, la vie est désormais ailleurs. Bundini Brown, diabétique et alcoolique, vit dans un motel miteux de Los Angeles. Lorsqu'il se retrouve paralysé à la suite d'une chute, Mohamed Ali rend visite à son ami à l'hôpital. Mohamed et moi sommes entrés dans la pièce. Je savais que Mohamed retenait ses larmes. Il lui a dit « Alors Drew, qu'est-ce que tu fais là? Tu vas voir, ça va aller. Fini la maladie, fini les épreuves. » Il a ajouté « Et Drew, vole comme un papillon, pique comme une abeille. La baston, garçon, la baston. » Drew s'est mis à trembler et à pleurer. Puis Mohamed s'est penché vers lui et l'a embrassé. Il lui a tenu la main et les larmes ont fini par monter. Et puis, on est parti. Bundini Brown meurt quelques jours plus tard, à l'âge de 59 ans. En septembre 1984, Mohamed Ali entre au centre médical Columbia Presbyterian à New York. Après plusieurs jours d'examen, les médecins lui annoncent qu'il est atteint de la maladie de Parkinson. Lorsque mon père a reçu le diagnostic de la maladie de Parkinson, il était sous le choc, comme n'importe qui l'aurait été. Il était étonné qu'aucun traitement n'existe.
Mon père adorait les caméras, parler et faire le clown. En fait, il adorait être Mohamed Ali. Mais quand la maladie de Parkinson l'a privé, ou du moins tenté de le priver de la parole et de son moyen de communiquer avec les autres, il a été désarçonné. Dans sa villa de Los Angeles, les amis, les célébrités et les fans continuent de rendre visite au boxeur. Mais Ali et Veronica s'éloignent l'un de l'autre. Ils la trompent depuis des années. C'était extrêmement douloureux pour moi, surtout au début. J'ai cru que j'allais mourir. Mais au bout d'un moment, je suis devenue indifférente à tout ça. 2 ans plus tôt, lors d'un voyage à Louisville, Mohamed Ali a invité Lonnie Williams à déjeuner avec lui. La première fois qu'ils se sont rencontrés, c'était au début des années 1960, quand Lonnie était au CP. On a emménagé sans savoir qui étaient nos voisins. Mais seuls les parents de Mohamed vivaient là. Lui, on l'a rencontré peu après notre arrivée. On avait donc une vedette dans notre rue. Leurs mères sont devenues proches et au fil des ans, Ali a souvent croisé Lonnie lors de ses visites à Louisville. Lonnie est émue par la démarche maladroite d'Ali et ses marmonnements. Bientôt, elle déménage à Los Angeles et ils se voient régulièrement. En 1985, Veronica annonce à Mohamed qu'elle veut divorcer. Ce n'est pas comme si j'avais été fâchée avec lui. Je n'en pouvais plus, c'est tout. Ça s'est passé en toute courtoisie, même s'il espérait que je change d'avis. Mais je crois qu'il aurait été tout aussi gentil s'il avait immédiatement accepté l'idée. C'était le genre d'homme qu'il était. Le 19 novembre 1986, Mohamed Ali épouse Lonnie Williams devant quelques amis et parents à Louisville. Les jeunes mariés se mettent au vert dans la ferme de Mohamed Ali dans le Michigan. Pendant des décennies, Ali a partagé sans compter son argent avec sa famille, ses amis ou des inconnus, et il s'est retrouvé impliqué dans d'innombrables affaires douteuses. Lonnie met de l'ordre dans les finances d'Ali. Elle ne s'est pas contentée de l'aimer, de prendre soin de lui et de fonder une nouvelle famille. Elle est devenue la véritable présidente de la société Ali. Elle éloigne les profiteurs, examine les sociétés véreuses dans lesquelles il a des parts et trouve des moyens de gagner de l'argent après sa carrière de boxeur. Sa dévotion religieuse façonne de plus en plus sa vie quotidienne. Il prie 5 fois par jour en se tournant vers la Mecque, discute avec ses amis des différences entre les religions et distribue des brochures dédicacées destinées à rectifier les perceptions erronées à propos de sa foi. Lorsqu'il voyage dans le monde musulman, des foules immenses l'accueillent en l'appelant Mohamed Ali Clay, pour faire la distinction avec tous les milliers de fidèles qui portent le même nom. Lors d'une visite de bienfaisance au Pakistan en 1987, Mohamed et Lonnie se rendent dans des écoles, des hôpitaux et des mosquées. Ils distribuent du lait en conserve dans un camp de réfugiés afghans situé le long de la frontière et encouragent les rebelles dans leur longue lutte contre les forces soviétiques qui occupent leur pays. Il avait besoin d'amour, comme on a besoin d'air. Les autres ont plus fait pour lui que lui pour eux, ou alors autant. Il leur était tellement reconnaissant de l'amour qu'il lui donnait. En 1989, il passe plus de temps en voyage qu'à la maison. Il va en Angleterre, au Sénégal, en Suisse et en Arabie Saoudite. En avril, Lonnie et lui font un pèlerinage à la Mecque pendant le Ramadan. Ali s'est déjà rendu à la Mecque en 1972, mais il avoue qu'il n'en avait pas saisi l'importance. Il reconnaît que son engagement envers sa religion a longtemps été imparfait. « Je me suis accommodé avec ma religion pour faire ce que je voulais. J'ai fait des choses mauvaises et j'ai couru les femmes sans arrêt. Tout ce que je fais maintenant, je le fais pour agréer Allah. » L'un de ses adages préférés était « Les rivières, les lacs et les ruisseaux ont des noms différents, mais tous contiennent de l'eau.
C'est pareil pour les religions, elles contiennent toute la vérité. Il m'a appris que la seule vraie religion, c'est celle du cœur. Si tu fais le bien, tu iras au paradis, quel que soit le nom de ta religion. Devant l'aggravation des symptômes, une élocution plus difficile, des tremblements plus flagrants, un visage autrefois si expressif et maintenant figé, Ali dit que sa maladie est une épreuve de Dieu et une punition pour ses péchés, mais aussi une bénédiction qui le fait rester humble. Mohammed, good morning. Fine, thanks. Good morning. How you been? Tired, traveling, always traveling. Il aimait se regarder et fanfaronner devant le miroir, mais devant les images de son interview au Today Show, Ali frémit. Cet homme a l'air mourant, dit-il. En 1996, Ali se rend à Cuba pour une mission humanitaire. Il visite des services de pédiatrie et apporte des fournitures médicales. Mohamed Ali et ses compagnons assistent à une réception avec Fidel Castro. Incapable de parler, Ali divertit le président cubain et ses invités avec des tours de magie. Mais comme il est persuadé qu'il est contraire à l'islam de tromper les gens, il dévoile le secret de chaque tour. Il est un peu tombé dans l'oubli. On ne se rend pas compte qu'à la fin des années 1980, début des années 1990, Ali ne recevait pas assez d'attention pour être heureux. Il pouvait participer à des manifestations pour 1000 ou 2000 $. Il passait la journée à signer des autographes dans un salon professionnel et ne partait pas avant que tout le monde ait le sien. Il voulait que les gens soient contents et il avait besoin de leur présence. En 1996, le comité olympique demande à Mohamed Ali d'allumer la flamme lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux d'Atlanta. Dans un premier temps, Ali refuse. Il ne veut pas qu'on le voie trembler ou trébucher sur scène. Mais son ami Howard Bingham s'est employé les mots pour le convaincre. C'est un moment où tout le monde va te remercier pour tout ce que tu as fait. 3 milliards de personnes vont te regarder. Son apparition sera gardée secrète jusqu'au bout. Do you recognize her? Janet Evans. Considered the greatest female distance swimmer of all time. Le plan a été orchestré à la perfection. Les gens ont vraiment cru que la nageuse Janet Evans allait allumer la flamme. Et tout à coup, Mohamed Ali a fait son apparition. On ne l'avait pas vu depuis un moment. On le savait malade. Et on avait déjà pu voir qu'il présentait clairement les symptômes de la maladie. Mais il s'était fait très discret. Et le voilà qui apparaît dans cet instant solennel. Il tient la torche et il tremble. Rien que d'en parler, j'en ai les larmes aux yeux. C'était dur à regarder, parce qu'on n'a pas envie de voir son idole dans cet état. Mais il est là. Il est désormais impuissant, incapable de nous faire du mal ou de nous mettre en colère. Tout ça parce que le jeu qu'on lui a demandé de jouer pour nous divertir l'a mis dans cet état. Et là, on ressent de la compassion, peut-être même de la culpabilité. On le voit pris de tremblement. Le plus bel athlète qui nous avait séduits par son art du mouvement n'arrive pas à tenir la torche. On se sent partagé entre la culpabilité et la sympathie. On a envie de le prendre dans nos bras et lui demander pardon. Et tous les motifs qu'on avait de le détester nous font l'aimer à présent, parce qu'il avait raison. Le changement, non pas chez Ali mais en nous, est saisissant. J'ai vraiment été frappé par le spectacle. Ali allume la flamme et les gens se mettent à pleurer. C'est incroyable. Parce que si on retourne quelques années en arrière,
Une immense partie du public considérait ce type comme l'antéchrist. Ils ont choisi de le détester ou ont fait son éloge contre ses adversaires. Cet instant montre qu'on peut être capable de tirer les leçons du passé. Ali ne s'attendait pas à une telle vague d'amour. Lonnie dit à un journaliste « La maladie de Parkinson vous ôte toute confiance en vous. Maintenant, il sait que le public l'aime et l'accepte, malgré son état. » À la fin de sa vie, Ali parlait d'un ange compteur, comme il l'appelait. Un ange qui tient les comptes de vos bonnes et mauvaises actions. Si les mauvaises sont plus nombreuses, vous allez en enfer. Il avait une vision très claire de l'enfer. Il a reconnu avoir accumulé beaucoup de points négatifs, et qu'en particulier, l'ange compteur n'allait pas être content de son comportement avec les femmes. 30 ans après le premier combat de Mohamed Ali contre Joe Frazier, un journaliste l'interroge sur leur longue rivalité. Ali reconnaît avoir abusé des insultes à son égard. « Je m'en excuse. J'aime bien Joe Frazier. Lui et moi, on assurait le spectacle. » Frazier n'a jamais pardonné à Ali. Plus tard, il fait part de son chagrin d'avoir abandonné Malcolm X. « Tourner le dos à Malcolm est l'une des erreurs que je regrette le plus dans ma vie », écrit-il. « J'aurais aimé pouvoir présenter mes excuses à Malcolm et lui dire qu'il avait raison sur tant de sujets. » Papa a changé. Il est devenu une meilleure personne. Il disait « Je suis plus grand que la boxe ». Cela signifie que la boxe occupait finalement une place toute petite. Et que son évolution vers la personne qu'il était devenu était beaucoup plus importante que la boxe. C'est quelque chose qu'il savait et qu'il portait en lui. Il partageait l'amour qu'il avait en lui à chaque personne qu'il rencontrait. Je trouve ça magnifique. Le XXe siècle touche à sa fin. Pour les magazines Newsweek, Time et Sports Illustrated, Mohamed Ali est l'athlète du siècle. Au lendemain des attaques terroristes du 11 septembre 2001, les musulmans américains deviennent victimes de crimes de haine. Ali prend la parole. « Je suis musulman et je suis américain. Si les coupables sont musulmans, ils ont déformé les enseignements de notre religion. Ceux qui ont perpétré les attaques terroristes ne représentent pas l'islam. Dieu n'est pas derrière les assassins. » Mon espoir, c'est que Mohamed Ali soit un rappel constant à l'Amérique qu'un musulman croyant, pratiquant et sincèrement engagé peut foncièrement être américain. Quelle que soit l'origine de chacun, Ali appartient à l'Amérique, à nous tous, parce qu'il nous a tous touchés. J'espère que c'est une partie de l'héritage qu'il nous laissera, que l'Amérique n'oublie pas Ali en tant que musulman américain, c'est-à-dire tout autant américain que musulman. Le 9 novembre 2005, le président George W. Bush remet à Mohamed Ali la médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction civile des États-Unis. La même année, le Muhammad Ali Center, un musée dédié à sa vie et à son œuvre, ouvre ses portes à Louisville. Mohamed Ali était un militant qui a lutté à sa façon pour nous toucher et faire évoluer l'Amérique et les individus. Je vais m'engager dans cette voie. Je crois que j'ai raison et même si ce n'est pas le cas, je reste moi-même. Être capable de suivre son chemin en sachant que le prix à payer sera énorme et voir son message survivre et être transmis aux jeunes générations, c'est inestimable. Tout ce qu'il a réalisé restera à jamais. L'état de santé de mon père s'était dégradé.
Et il lui était devenu de plus en plus difficile de marcher, de manger, de faire les petits gestes du quotidien. Se lever du lit, aller d'un endroit à l'autre. Et puis, il se tenait tout le temps voûté. La fin n'a pas été facile à cause de la maladie de Parkinson, mais il profitait toujours de la vie. Je n'ai jamais entendu mon père se plaindre une seule fois. Mais les jours où il était en forme, le soleil resplendissait. Le 2 juin 2016, Mohamed Ali est admis à l'hôpital à Scottsdale, en Arizona, pour une infection respiratoire. Les enfants et petits-enfants d'Ali accourent de tout le pays pour être à son chevet. À 20h30, le 3 juin, les médecins débranchent son respirateur. Sa respiration ralentit doucement et un imam entonne l'appel à la prière des musulmans. Il n'y a pas de divinité sauf Dieu et Mohammed est son envoyé. Il ne tarde pas à s'éteindre. Mohamed Ali avait 74 ans. J'ai reçu un SMS d'un ami. Il avait écrit « Mohamed est mort. Mohamed est mort, bordel. » Putain de merde. Mohamed est mort, bordel. Je ne le connaissais pas. Je l'ai rencontré 2 fois. Mais il faisait partie de ma famille. Mon frère a réalisé tous ses rêves d'enfance. Il voulait être un grand homme, un boxeur, un poète, un homme bon, un homme riche. Il est devenu tout ça avant de disparaître. Il est mort riche et heureux. J'aime mon père, mais Mohamed m'a appris plein de choses que mon père ne m'a pas enseignées. Il m'a appris à être courageux et aussi à faire face à l'adversité. Il me manque. C'est difficile à expliquer. Une partie de mon cœur est brisée pour toujours. J'entends encore sa voix. Je l'entends chanter, rire, plaisanter, être triste ou heureux. Mais la vie continue. Il faisait souvent le même rêve. Il en a d'ailleurs parlé et il a écrit à ce sujet. Il est adolescent et il court sur Broadway. Tout à coup, les gens dans la rue se mettent à scander son nom et le saluent. Il les regarde et les salue en retour. Puis, il part en s'envolant. J'ai eu un sentiment vraiment bizarre lorsque j'étais dans la voiture qui suivait le cercueil. Il y avait plein de gens au bord de la route. Il n'y avait pas un seul espace vide sur toute la longueur du parcours. C'était incroyable. Les rues et les ponts étaient bondés et la foule scandait son nom. À ce moment-là, j'ai compris qu'on était dans son rêve. Le cortège funèbre sillonne les rues de Louisville. Il passe devant le Muhammad Ali Center, longe le Muhammad Ali Boulevard, se rend devant sa maison d'enfance sur Grand Avenue, où le corbillard est quasiment englouti par la foule, et son parcours s'achève au cimetière de Cave Hill. Sur la pierre tombale est gravée une phrase qu'il aimait à citer. « Rendre service aux autres, c'est le prix à payer pour sa place au paradis. » Si la grandeur se mesure à la joie qu'on donne au cœur de chaque être humain sur la planète, alors il était réellement le plus grand, a écrit Bob Dylan. À tous égards, il était le plus courageux, le plus gentil et le plus remarquable des hommes. Oh, Ali, Ali. Tarentule noire dont les facéties hypnotisent l'ennemi. Papillon qui échappe à la mort en jaillissant comme une fusée. Abeille dont le dard acéré nettoie les dents de l'hippopotame en furie. Guerrier qui a dit
je ne me battrai pas. C'était bien l'appel aux armes d'un prophète contre une guerre. Cassius Marcellus, guerrier, prophète de Mahomet. La chair est de l'argile et le moule bien trop fragile. Le combat est terminé. Effiloché, fendu et dédicacé, les gants sont raccrochés au panthéon de la boxe, toujours chargés, même de ce premier feu d'or et de gloire. Des foules émerveillées les contemplent. De nouveaux chasseurs se délectent de ces souvenirs et, de leurs vestiges traumatisés, invoquent à nouveau la magie. Mais le sorcier est parti. Le lion s'est retiré dans une tanière du temps et de l'espace, inaccessible comme la doublure sacrée d'une couronne, quand les rois étaient rois et seigneurs de la rime et du rythme. L'enchantement est terminé, mais le charme demeure. They say everything can be replaced. They say every distance is not near. So I remember every face of every man who put me here. Shining from the west down to the east. Any day now, I shall be released. They say every man needs protection. They say every man must fall. So I swear I see my reflection somewhere